Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéoconférence en direct, comme à chaque fois, avec l'équipe Tirawa. Ce soir, c'est donc direction le Pérou. Vous nous connaissez, donc il y aura en régie Christian Leroy qui répondra à vos questions. Vous savez, le petit onglet questions, vous pouvez réagir. On prendra certaines questions au fil en fait, de la vidéoconférence et puis à la fin, et sinon par écrit avec Christian. Mylène, notre responsable communication marketing, est en back-office, en régie. Et puis ce soir, donc, moi je suis Muriel, la directrice de Tirawa, et nous sommes avec Julien, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est donc le spécialiste de l'Amérique latine. Bonsoir Julien. Bonsoir Muriel, et bonsoir à vous là, qui nous suivez depuis chez vous, derrière votre ordinateur. Voilà, et donc ce soir, on part pour le Pérou, qui est en fait un pays que l'on connaît tous. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de merveilles assez méconnues. Et le Pérou, Julien, tu vas nous le présenter, mais c'est vrai qu'on a à la fois cette grande côte pacifique, on a les Andes avec les grandes cordillères, et puis la zone amazonienne qu'on connaît beaucoup moins, les sources de l'Amazone. Donc on va passer à travers ces différentes grandes régions, mais peut-être alors pour démarrer, alors d'abord une présentation un peu du Pérou. Où est-ce que ça se situe? Comment est-ce qu'on y va? Le climat, voilà, la meilleure période pour y aller. Alors, quelques mots de présentation généraux sur la destination. Donc, le Pérou, c'est un grand pays sur la partie ouest de l'Amérique latine. Donc, c'est un pays qui fait 2 fois la taille de la France pour une population 2 fois moindre. Donc, la densité est faible, mais cela s'explique principalement car, comme souvent en Amérique latine, la plus grande partie du pays est occupée par la forêt amazonienne. Donc, on a un peu plus de 30 millions d'habitants, sachant que 10 millions se trouvent dans la métropole de Lima. Donc, dès qu'on s'échappe de cette grande capitale, on arrive dans des zones beaucoup plus tranquilles et campagnardes. Donc, le Pérou, c'est une destination assez lointaine, hein, il faut compter une douzaine d'heures d'avion. On utilise préférentiellement soit Air France, soit la compagnie Iberia. Air France, donc ce sont des vols directs. Et l'avantage avec ces deux compagnies, c'est que ça permet aussi à chacun de partir au plus près de chez soi, car les deux proposent des préacheminements. Donc on a 7 heures de décalage horaire avec la France, 7 heures en moins, pendant la période pendant laquelle on voyage sur cette destination. Hein, sachant qu'au Pérou, en fait, on n'a pas 4 saisons comme chez nous, mais 2 saisons, une saison sèche et puis une saison humide. Donc nous, on propose des voyages uniquement d'avril à octobre pour les voyages découvertes. On verra dans quelques jours pour la partie trek, la saison est plus réduite. Donc la saison sèche, le Pérou étant situé dans l'hémisphère sud, on voyage durant l'hiver austral. Donc on a un temps qui est très stable, très anticyclonique, avec un ciel bleu. On peut avoir quelques averses, mais globalement des conditions météo très favorables, une très belle lumière, notamment du fait de l'altitude. Et après, il faut juste avoir en tête qu'on a une amplitude thermique assez importante entre le jour et la nuit. Alors, on peut passer, par exemple, quand on est à Cusco ou au bord du lac Titicaca, d'une vingtaine de degrés la journée en plein soleil à des températures proches de zéro la nuit. Lié aussi à l'altitude. Voilà, lié principalement à l'altitude, à la saison hivernale, mais après, ça se supporte très bien parce que c'est un climat sec, en fait. Hein. Le pire étant une température basse mais humide, chose qui arrive rarement au Pérou. Et puis après, par rapport au Covid, bon, actuellement, les conditions de voyage sont très simples. À partir du moment où on est vacciné, puisqu'il n'y a plus de tests PCR qui sont demandés, il n'y a pas de visa, aucun vaccin n'est obligatoire. Donc, c'est extrêmement simple et dépourvu de formalités pour s'y rendre. Et puis c'est vrai que ça fait partie quand même des destinations, des grands incontournables pour qui aiment les pays avec de la culture, de la nature. C'est un pays sur lequel il y a presque tout. Nous, ça fait partie des plus anciennes destinations. On est un peu les Incas du voyage là sur le Pérou. Oui, on est content ce soir de vous présenter cette destination parce qu'effectivement, c'est la première qu'on a proposée chez Tirawa pour le continent sud-américain. C'était un petit peu le pendant du Népal.
aux origines, notamment l'attrait des cordillères. Et puis après, bien sûr, on a exploré un petit peu plus pour découvrir la vie indienne et surtout cette diversité de paysages qu'on va vous présenter là, dans les minutes à venir, entre ce qu'on appelle au Pérou Costa, Sierra, Selva, c'est-à-dire la côte Pacifique, les Andes et puis l'Amazonie. Alors c'est parti pour la Costa. On y va sur la côte Pacifique. Voilà, donc tout voyage au Pérou débute bien évidemment par Lima, qu'on visite plutôt en fin de voyage, hein, puisque du fait des horaires d'avion, on arrive toujours en fin de journée à Lima et on part tout de suite sur notre voyage. Donc on démarre traditionnellement par cette grande bande côtière sur la côte Pacifique. Donc c'est une côte désertique, voilà, sans arbres, extrêmement aride. La particularité, c'est qu'il fait chaud, il fait sec, mais par contre, c'est absolument pas un endroit où on va se baigner, hein, il y a le courant de Humboldt qui arrive sur cette côte pacifique, et l'intérêt, c'est que ça amène énormément de poissons, énormément d'oiseaux, et puis énormément de vie marine, en fait, on le verra. Donc, pendant ces premiers jours, en fait, on va alterner petits villages de pêcheurs, ce qui sera aussi l'occasion de découvrir une partie de la gastronomie péruvienne, hein, très axée sur les crustacés, sur les poissons, notamment avec la préparation du ceviche. Et puis, on va faire donc des balades dans ces beaux paysages côtiers désertiques, avec des zones de falaises, des zones de sable extrêmement colorées, souvent ocre, voilà, orangé, rouge. Et puis, on va faire aussi des sorties en bateau, justement pour approcher la faune marine, parce qu'on trouve donc, dans cet environnement désertique, c'est assez paradoxal, on trouve énormément d'oiseaux, des fous, des frégates, des pélicans, des flamants roses, et puis aussi des lions de mer et des manchots de Humboldt. Donc on a un contraste assez saisissant entre cette faune finalement très australe qu'on s'attend plutôt à trouver en Patagonie, et puis cette ambiance très chaude, très lumineuse du désert. Mais la côte Pacifique, ça a été aussi un lieu où avant les Incas, se sont développées une multitude de civilisations pré-incaïques, pour lesquelles on ne connaît pas grand-chose, hein. Elles n'ont pas laissé de traces écrites, mais de ci, de là, on a certains vestiges, et notamment celui-ci, là, qu'on appelle le Candélabre, qui est un lieu quand même très énigmatique, parce qu'en fait, il annonce les lignes de Nazca, qu'on va bientôt vous présenter. Et puis, la méthode de construction est assez étonnante, parce qu'en fait, c'est uniquement en raclant le sol, et puis la différence de couleur entre les roches, entre celles qui ont pris le soleil et celles qui sont restées sous la terre, qui dessinent ces lignes. C'est assez gigantesque, hein, on est d'accord. C'est gigantesque, hein, le Candélabre. Ça doit faire à peu près, je dirais, 150 mètres sur 80 de large. Bon, tout le mystère, c'est comment à l'époque, ils ont pu justement avoir du recul pour dessiner vraiment avec beaucoup de rectitude et de perfection ces lignes, parce qu'en fait, elles s'apprécient beaucoup mieux depuis un drone, mais au ras du sol, on voit quasiment rien. Et après, elles sont parfaitement conservées grâce à l'aridité du climat. Ce sont des régions où il pleut absolument jamais, et ce qui fait que ces lignes perdurent à travers les siècles. Après ce passage, donc après ces petits villages côtiers, on part légèrement à l'intérieur des terres, et là, on a une région très étonnante qu'on appelle Huacachina. En fait, il y a un désert côtier avec d'immenses dunes. Les plus hautes font jusqu'à 300 mètres de hauteur. Et puis, au creux de ces vallons dunaires, se trouve une petite oasis. Donc, c'est plutôt une étape au fil de la route, en direction du sud,
avant de rejoindre Arequipa. Mais encore une fois, c'est un lieu inattendu qui permet une belle randonnée, voilà, sur des jolies dunes. Et puis ensuite, on déjeune au bord de ce lac, dans l'oasis. Donc après, voilà, on poursuit toujours plus au sud. Et un autre lieu incontournable, c'est bien sûr la petite ville de Nazca, avec pour un trait principal le survol pour observer les lignes et puis les géoglyphes de Nazca. Mais là encore, voilà, plusieurs civilisations se sont épanouies dans cette région qui était à la fois aride mais alimentée par toutes les rivières descendant des Andes. Et donc, ça permet de voir d'anciens cimetières, des momies parfaitement conservées et qui ont été laissées sur le lieu de leur découverte, d'anciens aqueducs, voilà, des sites archéologiques un peu pyramidaux, un peu énigmatiques. Et puis on arrive, voilà, pour ceux qui le souhaitent, avec le survol des géoglyphes. Donc là, c'est un ensemble de figures fabriquées ou dessinées avec le même procédé qu'on a vu précédemment, hein, c'est-à-dire un retrait des pierres. Là encore, les figures sont absolument gigantesques, hein, et représentent la plupart du temps des animaux. Donc là, le condor, auparavant l'araignée, mais il y a aussi tout un entrelac de figures géométriques, notamment des losanges, ou alors, comme on peut voir sur cette photo, ou alors des lignes qui s'entrecroisent. Donc tout ça est là encore assez mystérieux, aussi bien sur la signification que sur leur réalisation en elle-même, parce que dans cette région de Nazca, ces lignes sont dessinées à même le sol, dans un environnement parfaitement plat, où il est impossible d'avoir une butte qui permette d'avoir une vision panoramique. C'est vrai qu'en fait, on démarre par cette zone pacifique, on connaît assez peu, hein, parce que souvent, on est souvent sur l'image un peu d'Épinal du Pérou, plutôt sur la partie andine. On va y aller justement. Mais alors peut-être, Julien, parce qu'il y a des premières questions sur l'altitude. Et comme on va aller sur Arequipa, les canyons de Colca, et puis aller voir le lac Titicaca dans les photos à venir, je pense que c'est bien qu'on rassure un petit peu tout le monde sur l'altitude. Pour te dire, hein, les questions, ce sont des gens qui nous disent qu'ils ont un peu d'essoufflement, peut-être des problèmes cardiaques, ils n'oseront pas aller au-delà de 3500 mètres. Je pense que c'est important de rappeler que, sauf à ce qu'un médecin, effectivement, déconseille formellement pour des problèmes médicaux, mais que voilà, d'essoufflement ou autre, c'est aussi assez normal en altitude. Je termine juste, je te laisse la parole après. On vous présentera avec Mylène, là, qui est en régie. On est allé tester aussi avec des médecins l'hypoxie, hein, c'est-à-dire dans des petites salles avec du sport intensif pour aller tester vraiment ce qui se passe quand on est en altitude. On a fait des vidéos, des interviews. Tout ça sera présenté dans les semaines qui viennent. Vous verrez aussi pour mieux appréhender la question de l'altitude. Mais Julien, sur le Pérou, là, on parle de voyages en douceur, des voyages confort, des voyages un peu plus culturels. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on appréhende l'altitude dans ce cadre-là? Alors, c'est sûr que quand on se rend au Pérou, on va forcément dans les Andes. Donc là, notamment, que l'on soit dans la région du canyon de Colca, au lac Titicaca, dans la région de Cusco, on sera à des altitudes autour de 3400 mètres, 3800 mètres, et puis à de brefs instants, notamment pour passer des cols, encore un petit peu plus haut, au-delà des 4000 mètres d'altitude. Donc l'acclimatation, effectivement, le plus important, ce n'est pas l'altitude à laquelle on va passer, mais c'est la façon d'y accéder. C'est-à-dire que c'est un phénomène naturel. Toute personne hors problèmes médicaux extrêmement limités, hein, qui touche 5% de la population, doit s'acclimater. Ça n'a aucun rapport avec l'âge, avec la condition physique des participants. Bien au contraire, hein, la plupart des problèmes de MAM qu'on peut rencontrer, notamment… Donc, mal, c'est mal aigu des montagnes, le MAM. Voilà, le mal aigu des montagnes, tout à fait, qu'on rencontre sur les treks, hein, on ne les rencontre jamais sur les voyages découvertes, sont le fait de personnes plutôt jeunes et trop entraînées. Donc, le plus important, c'est de monter progressivement, de respecter ce qu'on appelle des paliers, et surtout de séjourner
plusieurs jours à des paliers importants, notamment autour de 2400 mètres, 3000 mètres d'altitude. Et tout ça, en fait, pour laisser le temps au corps de développer certains mécanismes d'adaptation naturelle. Donc, c'est sûr que les premiers jours, on a des effets, notamment d'essoufflement. Donc, en fait, la règle de base, c'est qu'il faut d'une part faire aucun effort brusque, mais je dirais de toute façon, on n'est pas en mesure de. On est auto-limité par des capacités un petit peu réduites. Et puis, s'hydrater énormément, ne pas hésiter à en parler au guide si on a quelques symptômes, parce que lui saura adapter la bonne conduite. Voilà, éviter de boire de l'alcool, mais il ne faut pas craindre cela, parce que déjà, des millions de personnes vivent en altitude, des enfants naissent tous les jours. Et des millions de touristes vont quand même au Pérou. Enfin, c'est quand même une grande destination culturelle. Donc, passer des désagréments de quelques heures ou de maximum 2-3 jours, ensuite le corps est acclimaté et on peut voyager sans difficulté. Et tous nos voyages sont conçus pour permettre cette acclimatation. Voilà, comme vous le disiez, ça fait très longtemps qu'on va dans des zones de montagne. Donc, voilà, n'ayez pas d'inquiétude. Et je dirais, en étant maintenant rassuré, peut-être on va rentrer sur la zone andine. On va démarrer par Arequipa, par cette petite ville, et puis ensuite partir sur notamment le canyon de Colca, le lac Titicaca, les différentes îles. Je te laisse, Julien, nous présenter. Oui, donc depuis Lima, on a emprunté la Panaméricaine, cette grande route qui traverse tout le continent américain, qui nous a permis de descendre tout le long de la côte Pacifique en direction du sud. Et puis, on va quitter cette côte pour rentrer à l'intérieur des terres et rejoindre une première ville spectaculaire, incontournable, Arequipa, surnommée la ville blanche. Donc, le cadre naturel est impressionnant parce qu'on est au cœur de la cordillère volcanique. Vous apercevez en arrière-plan des grands volcans qui dépassent les 6000 mètres d'altitude. Donc, on est dans une cordillère avec différents volcans actifs. C'est une ville très belle, toute blanche, organisée par les conquistadors espagnols, donc toujours autour de la Plaza de Armas, avec des grands bâtiments officiels avec des arcades. Et surtout, toutes les constructions sont faites à partir de la pierre locale qui s'appelle le sillar, qui est une pierre volcanique très tendre, donc, qui peut être très ouvragée, très travaillée, ce qui fait qu'il y a des détails de décoration magnifiques. Mais après, à Arequipa, il y a plein d'intérêts, notamment il y a ce monastère, Santa Catalina. C'est un monastère qui est toujours en activité, ce sont des sœurs dominicaines. Auparavant, c'était une véritable ville dans la ville, puisqu'on avait plusieurs milliers de sœurs qui vivaient là, dans une réclusion totale. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques dizaines de sœurs, mais toujours dans une vie très enfermée, très, très resserrée. Et donc, c'est vraiment un dédale de bâtiments, de cours, où on se perd. Voilà. Puis un contraste entre la couleur des lieux et l'austérité de la vie qui est menée par les sœurs. Et ensuite, Arequipa, c'est aussi devenu célèbre il y a quelques années, parce que sur un des volcans qui domine la ville, a été découverte une momie inca au sommet d'un volcan, au sommet du Sabancaya, de Lampato, excusez-moi. C'est un volcan qui a plus de 6300 mètres d'altitude, et cette momie a été découverte à plus de 6000 mètres d'altitude. Donc, on considère qu'à l'époque inca, déjà, pas pour des raisons de conquête de sommet, mais en tout cas, la population locale organisait des expéditions pour faire des offrandes. Tous les éléments naturels, notamment les volcans, sont considérés comme des divinités, et donc offrir des jeunes filles aux divinités locales. Et cette momie a été redescendue dans la ville, un musée a été créé, le musée du sanctuaire andin, et donc c'est très émouvant d'aller à sa rencontre, en quelque sorte. Elle s'appelle la Juanita. Et puis, Arequipa, en fait, ça nous sert de porte d'entrée
pour une région mythique, dont le nom va sûrement vous parler, qui s'appelle le canyon de Colca. Donc c'est une profonde entaille géologique avec plus de 1000 mètres d'altitude d'écart entre les rives du canyon et le fond. C'est aussi la première région vraiment indienne, andine, qu'on va rencontrer, avec tout au long du canyon, plein de petits villages coloniaux, l'architecture typique des Andes, en adobe, avec des toits de paille, une population indienne très traditionnelle, avec de magnifiques costumes. Comme vous verrez au fil du voyage, en fait, chaque costume est différent selon la zone géographique, et ça permet assez facilement de savoir d'où viennent les personnes. Donc là, généralement, à chacune des grosses étapes, on s'installe pour 2 ou 3 jours pour ne pas les survoler, mais vraiment prendre le temps d'aller à la rencontre des Indiens, visiter ces petites églises, se balader au bord du canyon. Et puis, bon, le canyon de Colca, en plus de la splendeur du paysage, on y va aussi pour observer le condor, l'animal emblématique des Andes, notamment du Pérou, voilà, qui prend son envol et qui survole comme ça dans les thermiques au-dessus de cette profonde faille. Mais toute la route et puis tous les environs en fait du canyon, c'est aussi la rencontre avec la faune andine. On a vu les troupeaux de vigognes sur une photo précédente. Donc la vigogne, c'est un camélidé, comme le lama, qui est le plus connu, ou j'ai oublié, bon, ça va me revenir, mais simplement c'est la version sauvage en fait. Hein. Donc c'est un animal voilà, très gracile, très élégant, et qu'on rencontre dans les grandes plaines volcaniques qui précèdent l'arrivée au canyon de Colca. Et le lac Titicaca. Voilà, deuxième grande étape de notre parcours à travers le sud du Pérou, c'est bien sûr le mythique lac Titicaca. Donc c'est un lieu spectaculaire pour nous, mais c'est aussi pour les Indiens, qu'ils soient Quechua ou Aymara, en fait le lieu d'origine de leur civilisation. Donc on est vraiment aussi au cœur de la pensée indienne. On y va en bateau? Alors, on va. Bon, déjà, c'est un lac immense qui fait frontière avec la Bolivie. Les deux pays se partagent ses rives. Et là, le plus souvent, on va dormir en fait chez l'habitant dans une communauté indienne qui vit sur les bords du lac. Et puis de là, on va partir soit en balade à pied, soit évidemment en bateau pour aller sur les îles principales du lac, les plus connues étant Amantani et puis l'île de Taquile. Ce sont des îles vraiment magiques et avec une ambiance très, très particulière. Les véhicules sont interdits. Seule la population indienne de l'île a le droit d'y vivre. Il n'y a pas de construction moderne. Toute la gestion se fait par la communauté. Les villages sont gérés par le chef de la communauté. Et puis voilà, on part. Donc là, c'est une maison d'hôtes qui nous accueille pour la nuit. Donc ça permet d'avoir un contact très, très direct, très chaleureux avec les familles indiennes, parce qu'il faut prendre le temps, comme souvent les populations indiennes, elles sont réservées de prime abord, assez discrètes, mais en fait, elles aiment beaucoup échanger, elles sont très souriantes, elles sont curieuses, ils sont habitués. C'est sûr que si vous maîtrisez quelques mots d'espagnol, ça aide. Mais donc, et puis c'est un lieu où il y a une ambiance presque un peu méditerranéenne finalement. Donc on parcourt à pied sur des îles un petit peu vallonnées, parsemées de cultures en terrasse. Voilà. Et puis on passe aussi par les incontournables Iluros. Donc on essaye de proposer une expérience différente. La plupart du temps, en fait, les voyageurs font un bref arrêt la journée sur ces îles. Donc, c'est un peu touristique, il y a beaucoup de monde. Nous, on essaye plutôt d'aller sur d'autres îles qui n'accueillent pas de voyageurs la journée,
mais uniquement ceux qui viennent passer une nuit sur place. Donc ça permet d'arriver à un autre moment de la journée, quand ces îles sont vides, et puis surtout d'y passer la nuit. Et là encore, d'avoir un véritable échange avec nos hôtes, et puis de comprendre comment sont fabriquées ces îles artificielles, hein, puisque c'est en utilisant le jonc local, qui s'appelle le totora. Voilà, ces îles, elles flottent sur l'eau. Elles sont évidemment mangées par l'humidité au fil du temps, donc elles sont en permanence reconstituées. Et c'est vrai que dormir dans ces maisons un peu en suspension, ballottées par le mouvement de l'eau, avec le ciel très pur des Andes qu'on a au-dessus du lac, c'est vraiment une expérience unique. Comme on est au plus près aussi de la population, on va vous passer une petite vidéo, une interview de 3 minutes, à peu près 3 minutes 20, avec l'un de nos partenaires, Stéphane, l'un de nos partenaires au Pérou, on en a plusieurs, qui va nous parler un peu de la gastronomie, voilà ce qu'on y mange, les différentes cultures. Et puis on se retrouve juste après. Vous savez, hein, nous on tient toujours les délais. On a démarré à 18h30, on terminera à 19h15, donc on sera dans les délais. Donc on vous propose ces 3 minutes d'interview. On se retrouve après. Et puis Julien, je t'invite à fermer ton micro pour qu'on n'ait pas de retour. Et Mylène, merci de nous passer la vidéo. C'est vrai que de plus en plus, on entend parler de la gastronomie péruvienne. Elle est liée à deux idées. La première, c'est que le Pérou, comme je le précisais plus tôt, est divisé en 4 régions très distinctes. La côte, les Sierras, donc la partie cordillère au centre du pays, et l'Amazonie. Dans ces 3 régions, on y trouve des cultures, des légumes, des fruits, des viandes très très différentes. Et c'est vrai que ça donne comme ça un panache d'aliments qui permettent à la gastronomie péruvienne d'être très très riche. Et la seconde idée, c'est que le pays a vécu des vagues de migration jusqu'à aujourd'hui, des 4 coins du monde, d'Europe principalement au début de la colonisation, d'autres pays d'Amérique du Sud un peu plus tard, d'Asie assez récemment, et tout ça fusionne en termes de gastronomie, et on sent les influences par exemple de la cuisine chinoise, japonaise, comme la cuisine Nikkei par exemple, qui est une fusion comme ça entre la gastronomie japonaise et la gastronomie péruvienne, avec les aliments péruviens, mais avec ce petit côté, cette petite touche asiatique qui donne naissance à une cuisine vraiment très, très particulière et vraiment très riche. Donc voilà, c'est cet aspect-là de la culture gastronomique péruvienne fait partie aussi des voyages. Et on fait en sorte de découvrir la gastronomie péruvienne dans vos voyages en essayant d'alterner les expériences gastronomiques, en choisissant des restaurants très, très marqués parce que voilà, ça fait partie de la découverte d'un pays aussi, à travers la gastronomie. On arrive à comprendre beaucoup de choses par rapport à la culture nationale et régionale. Quant aux Péruviens, les Péruviens sont très attachants. Sur la côte, bien évidemment. Alors, il y a différents profils, différents caractères au Pérou. On peut sentir que, par exemple, dans les Andes, il y a une certaine distance qui se pratique de manière un petit peu spontanée entre les habitants d'origine et les voyageurs, mais finalement c'est assez superficiel et il suffit d'être ouvert et de les brusquer un petit peu pour sentir qu'il y a du répondant en face et que finalement c'est des personnes très très ouvertes et qui sont prêtes à partager leur expérience. C'est des gens très curieux, il y a une joie de vivre constante et on le ressent au quotidien dans les villes qu'on découvre. On le ressent à travers les équipes qui travaillent avec nous, que ce soit les cuisiniers, les muletiers, les arrieros, et ça crée des moments comme ça assez conviviaux et qui marquent vraiment le voyage au niveau humain.
Nous voilà de retour. En plus, à l'heure de bientôt manger, là, on est mis en appétit avec Stéphane. Donc, bon, on a vu la partie Pacifique, on est allé sur la partie andine. On va y rester un petit peu encore pour aller voir Cusco, le Machu Picchu, parmi les incontournables. Franchement, cette année, partez au Pérou. Il y a très, très peu de touristes. Je crois que ça fait partie des années où il faut vraiment aller découvrir les grands sites de façon extrêmement intimiste. Donc, on va aller sur Cusco, Julien, et puis forcément, on terminera avec la zone amazonienne, vraiment méconnue, mais qui nous offre aussi un panorama complètement différent qu'on n'imagine pas au Pérou. Oui, on poursuit notre boucle. On quitte la frontière bolivienne, la région du lac Titicaca, et puis on poursuit à travers les Andes pour rejoindre Cusco. Donc Cusco, ça signifie en langue quechua le nombril du monde. En fait, c'était la capitale de l'Empire Inca. C'est une ville, donc on a 3400 mètres d'altitude, qui est levée au cœur des montagnes, environnée, on voit, par des collines basses, là, autour de 4000 mètres d'altitude. Donc la partie centrale est évidemment dans le creux de la vallée, et puis court sur les flancs de la montagne un certain nombre de quartiers avec des petites ruelles où il fait bon flâner. Donc là, on est sur la Plaza de Armas, le cœur de toute ville coloniale, avec la cathédrale, splendide, 3 nefs, des tableaux intéressants de ce qu'on appelle l'école cusquénienne. Donc ce sont des tableaux religieux, mais adaptés à la culture andine. Par exemple, on a un tableau de la Seine où le plat qui est devant le Christ, c'est un couille, donc le petit cochon d'Inde péruvien, qui est traditionnellement mangé pour les grandes occasions. On a une multitude d'églises baroques, notamment des églises jésuites. Et puis, Cusco fascine surtout pour cette architecture qu'on voit bien sur cette image, donc avec des pierres mégalithiques qui possèdent une multitude d'angles. Voilà, celle-ci étant la plus connue, je crois qu'elle a 12 angles au total. Il n'y a jamais de mortier. Et cette méthode de construction, on appelle ça des pierres en forme de coussin. En fait, elles ont été polies. C'est uniquement pour les bâtiments sacrés. On voyait sur l'image précédente des pierres beaucoup plus grossières. Donc ça, ce sont pour les habitations simples. Et cette architecture s'est révélée au fil des siècles antisismique. En tout cas, beaucoup plus résistante et solide que les constructions coloniales postérieures. Mais après, un des attraits qu'on voit très bien sur cette image, là, c'est l'ancien temple du soleil, le Coricancha. En fait, les colons, lorsqu'ils sont arrivés, bien sûr, ils ont voulu imposer leur nouvelle culture, mettre à bas ce qu'ils jugeaient comme de l'idolâtrie, mais ils ont conservé, en fait, en sous-bassement, l'architecture inca d'origine, et puis, par-dessus, ils ont monté l'architecture coloniale. Et puis, c'est aussi une façon de dire que, voilà, la religion catholique est arrivée, éclaire les peuples et vient écraser un petit peu cette culture andine. Mais ça fait une architecture vraiment spectaculaire. Et puis, donc, la région de Cusco, c'est vraiment là où bat fort l'âme indienne du pays. On organise aussi des voyages à l'occasion de différents festivals. La fête la plus connue étant celle du Soleil, qui a lieu chaque année le 24 juin, sur un site inca qui domine la ville de Cusco, qui s'appelle Sacsayhuaman, là encore avec des blocs mégalithiques. Et puis une fête, voilà, donc là on devine à la fois le site de Sacsayhuaman et puis les quartiers de Cusco. Hein, c'est un site qu'on peut rejoindre à pied sans aucun problème. Et là, par exemple, donc c'est vrai que partir au Pérou au début du mois de juin avec un programme qui est calé pour pouvoir assister à cette fête, c'est vraiment un plus, un voyage. Parce que ce n'est pas une fête en fait folklorique, c'est aussi un élément qui rassemble vraiment très fortement la population indienne et qui lui permet de renouer avec sa culture traditionnelle et puis surtout d'en être fier, ce qui n'était pas le cas forcément quelques décennies auparavant. Donc c'est vraiment un élément très fort de l'identité locale. Peut-être Julien, juste, il y a un voyage, c'est en juin, je crois. Est-ce qu'il reste des places ou est-ce qu'on n'en parle pas et c'est l'année prochaine?
Juin, c'est un petit peu compliqué. Là, on est assez proche du départ. Il vaut mieux prévoir ça pour Ok, donc pour la l'année fête prochaine. Intirami, prévoyez juin l'année prochaine. Mais on a d'autres choses à Voilà. vous proposer pour cet été 2022. Voilà. Et donc, quand on arrive dans la région de Cusco, une fois qu'on a découvert la ville, en fait, va débuter plusieurs jours de visite entre Cusco et puis ce qu'on appelle la Vallée Sacrée. En fait, c'est une grande rivière qui coule en contrebas de la ville, qui va nous emmener euh, jusqu'au bout, au Machu Picchu. Et là, c'est parsemé des sites incas les plus spectaculaires. Donc, on a Pisac, par exemple, qui se trouve au sommet d'un éperon rocheux. Euh, voilà, là, on voit la partie haute du site avec des cascades qui descendent comme ça en terrasse jusqu'au fond de la vallée et qui rejoignent ce site inca avec le village colonial euh, indien et extrêmement vivant. Il y a d'ailleurs un des marchés les plus spectaculaires au jour d'aujourd'hui. Après, on passe par exemple sur Moraille, un lieu assez énigmatique qui, selon la thèse la plus commune, en fait, serait un laboratoire agricole. Les différentes terrasses permettant de tester les cultures en fonction d'altitude, d'orientation, d'exposition au soleil variable selon le lieu de plantation. C'est extraordinaire. Oui, et puis comme vous voyez, tous ces sites sont magnifiquement mis en valeur par une institution qui s'appelle l'INC, l'Institut national de la culture, une équipe voilà, très solide d'archéologues qui travaillent depuis très longtemps dessus. Donc ce sont des sites qui sont voilà, parfaitement entretenus. Là, on arrive aux Salines de Maras, un lieu assez étonnant parce que ce sont des salines qui sont toujours en exploitation. Hein, généralement, quand on s'y rend, d'ailleurs, on achète un peu de sel qu'on utilisera au retour pour notre cuisine. Mais ce sont des salines qui datent d'ailleurs d'avant l'époque Inca. Donc, on estime que ça fait plus de 6 siècles qu'elles sont en exploitation à partir d'une petite source voilà, qui est dérivée des milliers de bassins. C'est quelques dizaines de familles du village situé en contrebas qui les exploitent toujours au jour d'aujourd'hui. Et voilà, ce qu'on voit, c'est que, comme toujours, en fait, sur ces sites qui sont fameux, qui sont célèbres, on essaye quand même de toujours vous les proposer avec une approche originale, plutôt que d'arriver, de descendre, d'en profiter quelques minutes et tout de suite repartir. Donc, les salines de Maras, on va se balader au milieu des diguettes et éventuellement rejoindre le fond de la vallée que vous apercevez dans le fond de l'image, et puis pour arriver comme ça à pied dans un beau restaurant champêtre au bord de la rivière Urubamba avant de poursuivre notre voyage. Alors, à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, je vais te demander d'avancer un tout petit peu plus vite, Julien, mais je crois qu'on a tellement de choses à dire sur le Pérou. Oui. Voilà, si on veut tenir nos délais. Voilà. Là, ce sont quelques visions un peu larges de cette vallée de l'Urubamba avec ces flancs escarpés qui sont les premiers en fait contreforts d'une cordillère, hein, la cordillère d'Urubamba, dans laquelle plutôt a été construite le Machu Picchu. Ce qui est intéressant, c'est quand on part se balader, à la fois on profite de la beauté des paysages, mais aussi on voit qu'on utilise d'anciennes portions de chemins Inca qui ont été restaurés, qui font partie de ce qu'on appelle le Capacnan, qui était un immense réseau, justement, qui traversait l'ensemble de l'Empire Inca, avec un chemin principal nord-sud, et ensuite en arête de poisson pour justement relier l'Amazonie aux Andes, et puis ensuite à la côte pacifique. Et donc, voilà, partout, ça permet d'arriver à pied comme ça sur des beaux sites. Les terrasses sont toujours en activité, voilà, pour la culture ou pour les pâturages. Voilà, là, c'est un site qui est très, très secret, Uchuy Cosco, atteignable uniquement à pied. L'équipe locale qui peut nous accompagner à l'occasion d'une randonnée. Voilà, donc ces grands paysages de culture dans un environnement montagneux. Là, on arrive en fait au bout de la route où Yatetembo, qu'on a vu précédemment.
Et de là, la vallée est trop étroite, donc en fait, on poursuit en train pour rejoindre le village d'Aguascalientes qui se trouve au pied du Machu Picchu. Et évidemment, la merveille du pays, hein, révélée par un Américain, hein, Henry Bingham, en 1911, et puis restaurée depuis. Donc, c'était une ancienne capitale inca, aussi un lieu profondément sacré. La situ. Le lieu est véritablement envoûtant. En plus, on est proche du bassin amazonien. Vous voyez sur la photo qu'on retrouve de la végétation, une ambiance tropicale. Donc, le site est souvent enveloppé par des brumes. Si on prend un petit peu de hauteur, on voit le fleuve Urubamba qui s'enroule autour des pitons rocheux. Et là encore, en plus de la traditionnelle visite, sur certains programmes, par exemple le voyage le plus long qui s'appelle les Cités d'Or de 22 jours, on propose d'y passer 2 journées pour aller faire une randonnée sur un des petits pitons qui dominent le site. Donc à la fois pour retrouver un petit peu de tranquillité, mieux profiter des paysages et avoir une vision comme ça panoramique, un peu comme un condor sur le site du Machu Picchu. Et là, on termine par l'Amazonie, les sources de l'Amazone, enfin parmi les sources de l'Amazone, ces grandes rivières qui feront le fleuve et qui partent des cordillères péruviennes. C'est sûr, quand on pense au Pérou, on y va avant tout pour les Andes, et puis les populations indiennes et les grands sites incas. Mais en fait, comme je disais en introduction, la majeure partie du pays, sur sa partie orientale, fait partie du bassin amazonien avec des grandes rivières qui sont des affluents et qui vont nourrir ce fleuve immense. L'Amazonie, donc on le propose soit en extension, soit à l'intérieur d'un programme. C'est vraiment un lieu qui vaut le coup. Bon, d'une part, quand on a passé quelques jours ou quelques semaines dans les Andes, finalement, on est content de perdre de l'altitude, de voir des grands arbres, de la forêt, de retrouver de la chaleur. Et puis, c'est un lieu évidemment de pleine nature. Donc, comment on la découvre? L'Amazonie est assez proche de Cusco, mais on rejoint quand même en vol intérieur pour éviter de perdre de temps. Et puis, de là, on embarque sur une pirogue à moteur et on va remonter une rivière qui s'appelle le Rio Tambopata pendant plusieurs heures, excusez-moi, pour rejoindre en fait un lodge à l'intérieur de la forêt, au bord de la rivière. Et donc là, on va s'immerger un peu dans cette ambiance, les grands arbres, tous les bruits de la forêt, le clapotis de l'eau. Mais c'est surtout un lieu où on va beaucoup observer la faune, et notamment ce qu'on appelle la falaise de Guacamayo. En fait, c'est un lieu où chaque matin, on a des centaines, si ce n'est pas des milliers de perroquets, d'aras, de perruches qui se réunissent à cet endroit parce qu'en fait, les perroquets ont besoin de lécher l'argile pour digérer leur nourriture qui est faite essentiellement à base de noix. On voit des jaguars? On peut voir des jaguars. Moi, j'ai eu la chance, c'est moi qui ai pris la photo. Là, on a eu la chance incroyable comme ça de voir un jaguar qui était en fait bloqué sur un îlot sablonneux au milieu du fleuve. Parce que voilà, il faut imaginer des rivières extrêmement larges qui peuvent être à des niveaux très bas en saison sèche. Et puis, c'est assez rare, mais ce n'est pas inhabituel. Alors, moi, j'y suis allé une fois et j'ai eu la chance de le voir. Et là, c'est typiquement nos logements au cœur de l'Amazonie. Donc, chaque personne ou chaque couple dispose de son bac à l'eau. Donc, c'est simple, mais voilà, c'est très propre, c'est spacieux, on mange divinement bien, principalement une nourriture à base de poissons et puis de Et on boit du pisco, c'est ça? Et on boit du pisco, alors pas tant en Amazonie qu'ailleurs, partout au Pérou, hein, c'est vraiment l'alcool national. Hein. C'est un alcool qui se boit principalement en apéritif, mais même maintenant, ils sont montés en gamme. Et puis, il y a plein de bars à pisco dans les principales villes. On peut faire des dégustations en alcool pur. C'est vraiment un apéritif délicieux avec un blanc d'œuf qui accompagne parfaitement, effectivement,
Cette gastronomie péruvienne, on vous en a dit quelques mots, mais c'est un des points forts de la destination, parce que le Pérou, je dirais, avec le Japon, avec le Vietnam, fait partie des destinations majeures au niveau culinaire, parce qu'encore une fois, du fait notamment des Incas, eh bien, ces trois régions aux produits si différents, si variés, se sont toujours mélangés. Alors, on va terminer un petit peu pour vous dire ce qu'on vous propose parmi les voyages balades, découvertes, parce que je vous rappelle que la prochaine vidéoconférence sur le Pérou, c'est mardi prochain à 18h30, si vous souhaitez découvrir plutôt la partie randonnée et jusqu'à du grand trekking. Mais là, on va rester sur les voyages un petit peu plus découvertes. Juste avant que tu présentes ça, il y avait une question, nos voyageurs reviennent un petit peu sur l'altitude. Est-ce qu'il y a des bouteilles d'oxygène, Julien, sur nos voyages? Alors, sur les voyages découvertes, on a des bouteilles d'oxygène qui sont présentes dans les véhicules. Voilà, Donc, parfait. voilà, ça permet… Réponse précise. Voilà. Alors, dis-nous quelques mots. Alors, c'est vrai que les deux premiers, un balade au Pérou, les Citos d'Or, c'est vraiment nos incontournables pour ceux qui souhaitent aller au moins pour une première fois au Pérou. Oui, ce sont les deux voyages qu'on recommande, hein, effectivement pour une première vision du pays. D'ailleurs, cette webconférence, finalement, elle a repris un petit peu le programme des Cités d'Or, qui est le plus complet pour cette partie sud du Pérou. Si on a un petit peu moins de temps, en fait, on peut se passer de la côte pacifique pour se concentrer, voilà, sur la partie andine. Et dans ce cas-là, on va choisir plutôt le voyage balade au Pérou, qui est déjà très complet sur une quinzaine de jours. Et donc, on aura toujours sur ces voyages-là le côté culturel très présent. Nos guides, bon, la plupart sont indiens et ils sont particulièrement au fait évidemment des civilisations, mais aussi de la culture commune. Et donc, on aura toujours ce mélange, voilà, culture très forte, plein de balades, une découverte d'une façon originale des sites majeurs, et puis éventuellement une ou deux nuits par-ci par-là chez l'habitant pour aller quand même à la rencontre de la population. Après, le voyage grand tour au Pérou, on est sur le même principe, simplement on retire la côte Pacifique pour ajouter l'Amazonie, qu'on vous a présenté en dernier, et puis une rapide incursion tout au nord du pays, dans la région des cordillères les plus emblématiques, Cordillère Blanche, Cordillère Noire, pour approcher les hauts sommets à l'occasion de balades faciles. Il ne s'agit pas de trek ou de randonnée, mais c'est plutôt des courtes balades panoramiques pour en avoir plein la vue sur les hauts sommets, notamment le plus haut d'entre eux, le Huascarán, qui est à 6700 mètres d'altitude. Et notre dernier voyage? Et le dernier, en fait, c'est un combiné entre le Pérou et la Bolivie. Donc, on va découvrir en sens inverse de ce que je vous ai présenté, au départ de Cusco, et puis de là, on va descendre en direction du lac Titicaca. On est aux portes de la Bolivie. On poursuit sur La Paz, Sucre, Potosí, et on va aller jusqu'aux splendeurs du sud de l'Ipèze, avec notamment le Salar d'Uyuni, et puis les grandes lagunes colorées qu'on trouve dans cette région du monde. Parfait. Puis tu vois, on a une voyageuse, une personne qui est partie avec nous, qui à la fois nous partage son beau souvenir de la découverte du Pérou avec nous, et qui dit, voilà, pas de problème d'altitude, adaptation progressive. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut aussi retenir du Pérou. On a 1 ou 2 minutes de retard, mais quand même, Julien, en ce moment, il y a une expo extraordinaire à Paris pour nos amis parisiens et peut-être pour ceux qui auront passé un week-end. C'est une première façon aussi d'aborder le Pérou. Tu nous en dis un mot? Oui, c'est une exposition qui s'intitule Machu Picchu et les trésors du Pérou. Alors en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en fait, ça présente des pièces incas, mais surtout de toutes les civilisations qui ont précédé, notamment la culture mochica. La plupart des pièces ont été prêtées par un musée très spectaculaire qu'on visite sur nos voyages, qui s'appelle le musée Larco. C'est un musée privé, tiré en fait de la collection privée d'un archéologue péruvien. Donc c'est en plus une très belle demeure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un petit nombre de pièces a été sélectionné pour pas
pour pas se perdre dans un dédale de pièces. Et donc, ça permet une sélection vraiment de pièces hors du commun, très spectaculaires, et puis pour en garder une impression très forte. Et puis pour ceux qui ne sont pas à Paris, moi je vous invite à regarder sur France 5, il y a une très bonne émission dont c'est la rubrique Sciences grand format, et justement c'est sur l'histoire de l'Empire Inca. C'est très didactique, c'est très bien fait, c'est à la fois complet, fouillé, mais pas ennuyeux ou trop académique. Donc voilà, ça fait deux possibilités de prolonger un petit peu l'aventure ou de préparer son voyage. Ou de préparer son futur voyage. Tout voilà. à fait. Bon, écoutez, merci encore à tous. On aime bien être en direct. Merci pour les questions posées. Merci à Christian Leroy pour ses réponses. Merci à Mylène aussi qui a enchaîné les vidéos. Merci pour tous vos petits smileys qui remontent. On les voit passer. C'est quand même super sympa. Et voilà, donc on reste à votre disposition pour préparer votre prochain voyage au Pérou. On a un voyage garanti au mois de juillet, au mois d'août. Voilà, revenez vers nous. On a plein de choses à vous proposer. Pour ceux qui veulent faire, qui imaginent un peu plus de randonnée et éventuellement du trek, la vidéoconférence mardi prochain, 18h30, avec Julien, probablement moi aussi. Et voilà, c'est avec un immense plaisir. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine et puis à très bientôt. Merci Julien. Salut, bye bye. Et puis à bientôt sur les chemins du Pérou.